Aujourd'hui, il faut rappeler que la Banque mondiale a longtemps avancé depuis sa création en 1945, et consacrée bien sûr par les accords de Bretton Woods aux États-Unis d'Amérique, a avancé dans le financement des projets des États, des pays. 172 États, je le rappelle encore une fois. Pour financer ces projets-là, il faut des outils. Il faut des outils pour le financement des projets, mais dans le cadre de l'exécution, dans le cadre de la gestion de ces projets, il faut des outils d'acquisition des biens et services. Parce que lorsqu'on finance un projet aujourd'hui, il faut systématiquement, on ne peut pas aujourd'hui, comme je le dis généralement, on ne peut pas dissocier la gestion des projets, le financement des projets et la passation des marchés au sein d'un bailleur de fonds multilatéral. C'est deux choses qui vont ensemble. Le bailleur de fonds n'a affaire à la passation des marchés que dans le cadre du financement d'un projet d'investissement. Donc, il y a des règles qui régissent le financement de ces projets d'investissement. Et en passation des marchés, vous avez ces règles-là qui sont restées traditionnelles pendant un bout de temps et qui ont connu quand même des mutations majeures. Des mutations majeures qui ont commencé notamment en 2013. Les premières discussions ont commencé en 2013 à la Banque mondiale et qui ont fini par être actées en 2016 et qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016. Donc, à partir du 1er juillet 2016, ça fait déjà 5 ans, bientôt 5 ans. À partir du 1er juillet 2016, la Banque mondiale a mis en vigueur un nouveau cadre de passation des marchés qui a rompu de façon tranchée avec toutes les approches traditionnelles que nous avons eues jusque-là. Donc, il y a eu 3 ans de débat et nous avons désormais un nouveau cadre de passation des marchés qui est régi par un règlement qu'on appelle le règlement de passation des marchés dans le cadre du financement d'un projet d'investissement. 1er juillet 2016. Il faut avouer que ce règlement-là a été révisé 2 fois, en novembre 2017 et en août 2018. Ce règlement, on va rapidement vous le projeter. Vous allez voir le document en question, le règlement de la Banque mondiale. Voilà. Vous avez là le document affiché. Vous devez voir que certains déjà parmi vous connaissent et parce que c'est un outil de travail pour vous. Donc, vous avez Banque mondiale. Je peux zoomer pour que vous puissiez voir de façon beaucoup plus claire. C'est ce document-là qui est la base de tout ce qui est politique de passation des marchés au sein de la Banque mondiale. Donc, le financement des projets d'investissement. Banque mondiale, règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement des projets d'investissement. Les emprunteurs ici, ce sont les États, ce que vous appelez de façon commune autorité contractante au sein de vos États. Donc, les emprunteurs sont les pays, les borrowers en anglais. Donc, vous avez passation des marchés dans le cadre du financement des projets d'investissement, les marchés de fourniture, de travaux, de services autres que services de consultants et les marchés de services de consultants. Juillet 2016, révision en novembre 2017 et août 2018 des World Bank. Donc, voilà en réalité le document de base même. Le document de base de la passation des marchés au sein de la Banque mondiale. Et aujourd'hui, ces révisions-là majeures dont je vous ai parlé ont été consacrées de façon tranchée, il faut l'avouer, parce que cela n'existait pas avant. Cela se faisait, mais de façon informelle et de façon moins structurée. Mais à partir de juillet 2016, la Banque mondiale a décidé de structurer cela. Et aujourd'hui, dans toute démarche de planification des marchés et à l'étape d'évaluation d'un projet, et ce règlement-là que vous voyez est applicable à tous les projets dont la note conceptuelle est post-1er juillet 2016. Tous les projets dont la note conceptuelle est post-1er juillet 2016. Et il faut avouer aujourd'hui que lorsqu'on parle de nouveau règlement de la Banque mondiale, cela ne veut pas dire que les anciens règlements n'existent plus. Parce que les projets dont les notes conceptuelles ont été rédigées en 2014 ou en 2015 sont encore soumis à l'ancien règlement. Et il y a des projets, bien sûr, soumis à l'ancien règlement, mais qui ont décidé, dans le cadre de l'application de leur politique de passation des marchés, d'utiliser certains outils du nouveau règlement. Ce n'est pas interdit, la Banque mondiale le permet, pour des questions d'efficience. Parce que la logique aujourd'hui, c'est l'optimisation des ressources avec la Banque mondiale. Donc, le premier outil aujourd'hui que la Banque mondiale a mis en place, qui est aujourd'hui l'outil même de base de planification des marchés, s'appelle la stratégie PPSD.
on l'appelle la stratégie PPSD. PPSD en anglais, c'est Project Procurement Strategy for Development. En français, on dit stratégie de passation des marchés pour promouvoir les objectifs de développement du projet, comme vous le voyez à l'écran partagé. Et nous allons étudier ici le cas d'un projet au Niger. Donc, vous allez voir en réalité de quoi il s'agit. Donc, la PPSD, en réalité, c'est l'outil de base de planification qui permet de faire l'analyse des risques. Parce qu'aujourd'hui, en marché public, vous avez la définition du besoin, vous avez l'expression du besoin, mais il faut le placer dans un contexte. Et l'expérience a aujourd'hui prouvé, au niveau de tous les autres bailleurs de fonds aussi, que le contexte est devenu aujourd'hui une variable beaucoup plus déterminante même que le besoin. Parce que lorsque vous avez un besoin et que le contexte change, la modalité change, l'approche change. Donc, le contexte est aujourd'hui la variable déterminante, celle qui fait bouger les lignes en réalité, en passation des marchés. Donc, il faut systématiquement intégrer cette variable-là dans tout ce qui est processus décisionnel en matière de passation des marchés. Donc, vous avez maintenant la stratégie PPSD qui vient régler ce problème au niveau de la planification des marchés au sein de la Banque mondiale. Donc, la PPSD, en réalité, est un document obligatoire que vous devez rédiger. Il est obligatoire pour tous les projets post dont la note conceptuelle intervient après le 1er juillet 2016. Donc, la PPSD est rédigée par qui? La PPSD est rédigée par l'emprunteur. La rédaction de la PPSD est du ressort de l'emprunteur, mais avec l'aide de la Banque mondiale. Donc, vous rédigez ensemble avec la Banque mondiale votre stratégie PPSD. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, à date, vous avez des consultants spécialisés en rédaction de PPSD. C'est aujourd'hui devenu une discipline. C'est un cœur de métier aujourd'hui. Vous avez des consultants spécialisés en rédaction de PPSD, tout comme vous avez même des spécialistes STEP que nous allons voir plus tard, qui sont logés aussi des pays, au niveau des représentations résidentes de la Banque mondiale. Donc, voilà un projet que nous avons. À la fin, bien sûr, de ce webinaire, vous allez recevoir, dans le volet chat toujours, le modèle type, parce qu'il y a un modèle type de stratégie de PPSD qui est téléchargeable, bien sûr, sur le site web de la Banque mondiale. Et il faut noter qu'au niveau de ce modèle type-là, vous avez deux modèles. Vous avez le modèle long et vous avez le modèle simplifié, selon la complexité des projets. Donc ici, vous avez une PPSD qui fait, je dis une PPSD parce qu'on parle en français de stratégie. Donc, on va utiliser une PPSD. Donc, ici, vous avez une PPSD qui fait 49 pages, c'est un modèle simplifié de la République du Niger, d'un projet au Niger. Vous avez vu l'ancrage institutionnel du projet, cabinet du Premier ministre, secrétaire exécutif de la stratégie pour le développement et la sécurité des zones sahélo-sahariennes du Niger, SDS Sahel Niger. Donc, vous avez la PPSD de ce projet-là qu'on appelle le PARSA. Vous voyez à l'écran, on défile. Vous avez le PARSA, la PPSD du projet PARSA, qui est le projet d'appui aux réfugiés, aux communautés d'accueil, 2019-2023. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la durée d'exécution du projet. Le pays, c'est la République du Niger. Le nom complet du projet, il est là, PARSA. Le montant du financement, 80 millions de dollars USD. Et vous avez le ID, le Project ID, qu'on appelle le numéro d'identifiant du projet, le PCS 4563. Et vous avez juin 2018, la date de rédaction de la stratégie PPSD. Avant de démarrer, il faut noter que la PPSD est rédigée à l'étape d'évaluation du projet, ce que vous appelez au niveau des emprunteurs l'étape de préparation de votre projet. Donc, l'étape d'évaluation. Donc, cette étape-là est déclenchée en réalité par la note conceptuelle et elle prend fin en réalité à travers une phase qu'on appelle la décision de financement. Donc, lorsque la Banque mondiale décide de vous accorder un prêt, décide de vous accorder un crédit, approuve votre prêt, approuve votre projet, décide lors de la session de son conseil d'administration d'approuver votre prêt, l'étape d'évaluation prend fin et cela vient ouvrir systématiquement la seconde phase, la deuxième phase, pardon, qui est l'étape de supervision du projet, que vous appelez étape d'exécution au niveau des emprunteurs. Donc, vous avez l'évaluation, vous avez la supervision. Et vous avez, après cette étape de supervision, après les rapports de fin d'exécution du projet qu'on appelle les RFE, vous avez une autre phase d'évaluation. Attention, on appelle cette fois-ci l'évaluation rétrospective du projet, encore appelée évaluation ex post. Donc, l'évaluation que vous avez au début du projet, c'est une évaluation tout court. Lorsqu'on vous dit évaluation tout court, c'est l'évaluation au début du projet, à ne pas confondre avec l'évaluation à la fin du projet, qu'on appelle l'évaluation rétrospective ou évaluation ex post.
L'évaluation tout court qui se fait au début du projet est encore appelée évaluation ex ante. Donc, vous avez l'évaluation ex ante et évaluation ex post ou évaluation rétrospective qu'il ne faut pas confondre. Donc, l'évaluation ex post, ex ante, c'est une évaluation pendant laquelle on rédige la stratégie PPSD. Donc, c'est la phase de préparation même du projet. C'est la phase de planification du projet. Et avant la séance de négociation avec la Banque mondiale pour approuver votre prêt, vous devez rédiger la PPSD avant l'étape de négociation, au plus grand tard avant les négociations. Donc, voilà qui rédige la PPSD, c'est l'emprunteur avec l'appui de la Banque mondiale quand la PPSD est rédigée pendant l'évaluation du projet et avant l'étape de la négociation. Donc, vous avez ici le modèle de PPSD par ça du Niger que nous avons pris. Vous avez la table des matières. On va revenir là-dessus. Vous avez une table des matières ici. Vous allez voir tout. On va revenir à l'intérieur. On va parcourir toute la PPSD. Vous allez voir les différents détails. Donc, vous avez une table des matières. Vous avez la liste des tableaux et annexes. Il y a beaucoup de tableaux. Vous avez la liste des sigles et acronymes utilisés dans le document. Au grand 1, vous avez le contexte stratégique institutionnel du pays. Donc, on va d'abord faire le contexte stratégique du pays. Toutes ces données-là qui sont dans la PPSD doivent vous amener en réalité à sortir un document qu'on appelle, que vous connaissez, le document même technique qui va être utilisé tout le long du projet qu'on appelle le plan de passation des marchés. Donc, vous avez ici le contexte stratégique, parce que la PPSD, en réalité, c'est l'analyse de risque. On analyse le contexte à travers la PPSD. Il faut mieux analyser le contexte. Parce que pendant longtemps, la Banque mondiale s'est rendue compte qu'elle a appliqué les mêmes modalités, les mêmes approches à différents pays qui n'étaient pas forcément dans les mêmes contextes. Et cela a donné des résultats parfois non attendus. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire l'analyse PPSD avant de démarrer. Donc, au niveau de la stratégie PPSD, vous avez le contexte stratégique du Niger que vous voyez là. Vous le voyez. Je tiens à rappeler que nous sommes en webinaire. On ne pourra pas aller dans le détail parce que si on doit aller dans le détail, on fera plus de 2 heures. La PPSD, d'ailleurs, en formation, lorsque nous sommes en formation classique, il faut au moins 3 heures pour présenter une seule PPSD. Donc ici, nous sommes en webinaire, il ne faudrait pas que cela soit perdu de vue. J'imagine déjà votre impatience, votre souhait d'avoir tous les détails, mais rassurez-vous, nous sommes ici en webinaire, c'est pour vous donner l'essentiel. Vous avez maintenant le contexte institutionnel du projet. Donc, l'ancrage institutionnel du projet va être défini ici. Qui fait quoi au sein de l'emprunteur? Le cabinet du Premier ministre, il fait quoi? Le ministère du Plan qui va intervenir. Le ministère de l'Intérieur va intervenir. Le ministère de la Défense va intervenir. Le ministère de la Justice va intervenir. Toutes les parties prenantes, tous les ministères qui vont intervenir, toutes les structures de l'emprunteur qui vont intervenir dans la gestion de ce projet. Vous avez maintenant la présentation du pays de l'emprunteur. La situation générale, elle est très, très géographique quand vous la regardez. Vous allez vous dire, mais à quoi cela servira? Le fait, par exemple, qu'on étudie la situation géographique d'un pays peut vous amener dans la PPSD à comprendre dans quelle zone il faut concentrer telle ou telle action, ou même dans quelle zone aller même implanter le siège de l'unité de gestion du projet. Parce que ce n'est pas toujours dans la capitale, dans votre pays. Donc, vous avez des informations générales sur le pays. Vous avez l'indicateur de développement humain, que vous connaissez, l'IDH du pays. En 2014, le Niger était le dernier en Afrique, au monde, 188 sur 188e. Pays pauvre, très, très pauvre d'ailleurs. L'indice du développement humain qui prend en compte 3 variables, il faut le rappeler, qui prend en compte, 1, l'espérance de vie à la naissance, qui prend en compte le taux de scolarisation, le taux d'alphabétisation à côté, et qui prend en compte maintenant la part des enfants de moins de 5 ans victimes de malnutrition. Donc, tout ce qui est service de santé, tout ce qui est aspect éducation est pris en compte par l'IDH, qui est un indicateur aujourd'hui de développement. Vous avez à côté, bien sûr, d'autres indicateurs qui sont l'IPH. Vous avez même l'indice des inégalités entre les sexes que vous voyez bien sûr là. Parce que lorsqu'on doit faire un projet pour les réfugiés, il faudrait qu'on puisse savoir à peu près dans les zones quels sont les quotas démographiques que vous avez.
Est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes dans telle zone? Est-ce qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans telle zone? Donc, la stratégie PPSD vous permet d'avoir tous ces éléments-là afin de baser votre politique de planification du projet. Donc, c'est mesuré par un indicateur qui est aujourd'hui très peu utilisé, il faut l'avouer, qu'on appelle l'ISDH, l'indicateur sexo-spécifique du développement humain. Aujourd'hui, vous allez voir aussi l'indicateur connu de tous qu'on appelle le taux de croissance après, qui n'est pas un indicateur en réalité fiable pour certaines approches. Attention, le taux de croissance n'est pas un indicateur qui permet de mesurer le développement, il faut le rappeler ici. Le taux de croissance permet juste de mesurer la croissance économique, l'augmentation de la richesse produite. Elle ne permet pas de mesurer la répartition de cette richesse-là. La répartition égalitaire de cette richesse se fait à travers l'IDH et l'IPH, et cette répartition même, en fonction de l'approche genre, se fait à travers l'ISDH, qu'on appelle l'indicateur sexo-spécifique de développement humain. Vous avez maintenant les indicateurs de gouvernance du pays, qu'on appelle l'indice, bon ici, ce qui est utilisé, c'est l'indice Mo Ibrahim que vous devez connaître. L'indicateur de développement du développement du pays en termes de gouvernance, pourquoi? Parce qu'en réalité, un pays, rappelez-vous, je vous ai dit que l'analyse du risque, en réalité, se fait à travers la stratégie PPSD. Donc, lorsqu'un pays n'est pas bien noté, lorsqu'un pays est mal géré en termes de gouvernance, cela peut amener la Banque mondiale à faire ce qu'on appelle l'aggravation du facteur risque. Donc, ce pays-là peut être considéré comme un pays risqué, et au niveau même des modalités de passation des marchés publics, au lieu d'utiliser des procédures simplifiées, on va plutôt utiliser des procédures classiques. Donc, on va vous donner moins de flexibilité parce que vous représentez un pays à risque en termes de gouvernance. Donc, voilà en réalité comment est-ce que les indicateurs peuvent avoir des incidences même sur les modalités de passation des marchés. Un pays mal géré, pour ce pays, il ne faut pas forcément les laisser utiliser, par exemple, certaines modalités simplifiées. Parce que c'est un pays susceptible de sombrer dans la corruption. Cette facilité-là peut les amener à quand même tordre le cou au texte, à rentrer dans des mesures, dans des manœuvres de corruption, dans des manœuvres collusoires, dans des manœuvres coercitives. Donc, l'indice aussi de la facilité à faire des affaires dans le pays. Cet indice-là, par exemple, ça paraît anodin, mais attention, cela a une incidence sur les marchés publics. Parce que tout ce qui est dans la PPSD, il faudrait qu'on vous explique quelle incidence cela a sur les marchés publics. Donc, l'indice de facilité des affaires, par exemple, montre à quel point ce pays-là est beaucoup plus hospitalier en termes d'investissement direct étranger, les IDE. Imaginez un pays qui n'est pas du tout hospitalier en termes d'indice de facilité des affaires, c'est-à-dire un pays qui a beaucoup de pression fiscale. Donc, il y a déjà un risque fiscal associé dans le pays. Cela veut dire qu'un pays où il y a beaucoup de pression fiscale, un pays où il y a beaucoup de pression politique même. Parce que vous avez des pays où les politiques font des pressions sur les entrepreneurs pour avoir ne serait-ce que des prises de participation, des retours commissions et autres. Donc, cet indice-là, lorsqu'il est très aggravé dans un pays, l'interprétation qui est faite, c'est que dans ce pays-là, il y a deux possibilités. Le tissu économique du pays ne sera pas développé. Il y aura très peu d'entreprises étrangères dans le pays. Il y aura moins d'entreprises étrangères implantées dans le pays. Et vous savez que dans un pays, lorsqu'il y a moins d'entreprises étrangères, cela va limiter en passation des marchés l'approche de concurrence, la concurrence ouverte et restreinte, l'option de recherche aussi, si vous voulez faire une recherche nationale ou internationale. Tout ça vous permet d'avoir les éléments pour décider de votre outil de planification des marchés. De l'autre côté, dans ce pays-là, par exemple, les prestations vont coûter plus cher. Parce qu'un pays où les gouvernants mettent de la pression sur les entreprises pour avoir des retours commissions sur les marchés, n'oubliez pas que les entreprises, je l'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas des enfants de cœur. Ils ne vont pas soumissionner pour un marché public pour perdre. Donc, ils vont facturer en réalité les retours commissions là dans leur offre financière. Ce qui va faire que ce pays-là, vous allez vous rendre compte que de façon usuelle, les marchés coûtent beaucoup plus cher dans ce pays parce que les entreprises intègrent généralement ce qu'ils vont donner aux gouvernants pour tout ce qui est corruption et autres. Donc, ça va de pair avec l'indice Mo Ibrahim que vous avez suffisamment en amont. Donc, vous avez la zone d'appartenance du pays. Le Niger appartient à la CEDEAO, à l'UEMOA, à l'espace SENSAD. Ça permet les options de recherche aussi. Si vous voulez faire au niveau de certaines modalités des options de recherche régionales ou sous-régionales, vous savez à peu près comment le limiter. Voilà. Vous avez maintenant la situation politique du pays qui est étudiée. Comment est-ce que le Niger se porte en termes politiques? C'est vrai qu'aujourd'hui, cela a avancé. Cela a changé d'ailleurs depuis hier parce qu'il y a eu une très belle alternance qu'il y a eu au Niger, qu'il faut saluer. Donc, la situation politique du Niger au moment où on rédigeait cette PPSD était vraiment mise à rude épreuve à travers l'instabilité.
Vous avez vu dans le document, on a parlé de Boko Haram, que je mets en surbrillance là pour que vous puissiez voir. Vous avez l'indice Transparence internationale. Vous avez les défis sécuritaires de la crise malienne au nord-ouest. Vous avez le Boko Haram qui sévit au Niger. Pourquoi? Parce que la PPSD, lorsqu'elle va relever et analyser tout ça, elle va vous amener même à décider dans quelle zone il faut mettre l'UGP. Est-ce qu'il faut mettre l'UGP à la capitale ou est-ce qu'il faut la mettre par exemple dans une région qu'on appelle par exemple Tillabéri, Agadez ou autre, une région où il y a de l'insécurité. Donc, lorsque vous savez déjà dans votre stratégie PPSD quelles sont les régions où il y a l'insécurité, vous allez savoir alors dans quelle zone, comment est-ce qu'il faut faire les interventions dans ces zones. Et cela va même avoir une incidence sur les acquisitions. Et je vais vous prendre un cas. Au Mali, par exemple, il y a quelques années, on finançait un projet qu'on appelle, pour ceux qui connaissent au Mali, le casier de Molodo. C'est un projet hydro-agricole au Mali, casier Molodo Nord. Je crois que c'était Nord-Ouest, phase 2 au Mali. Et il fallait acheter des voitures pour l'UGP, l'unité de gestion du programme. Il fallait faire une acquisition de matériel roulant. Mais on s'est rendu compte que lors de l'exécution du marché, il fallait tenir compte du contexte sécuritaire politique du pays qui nous a amené systématiquement à changer même les types de voitures qu'il fallait acheter. Parce qu'on s'est rendu compte très vite que si on achetait des voitures, les voitures qui étaient prévues dans le plan de passation des marchés, c'est-à-dire les types de voitures, c'était, je pense, des pick-up, il y avait en réalité un contexte sécuritaire dans la zone. Les djihadistes avaient pour habitude, en ce moment-là, d'attaquer les pick-up dans la zone pour en faire leur véhicule tout-terrain, pour faire les attaques, pour perpétrer les attaques, pour transporter du matériel militaire. Donc, acheter des pick-up dans cette zone-là allait constituer un gros risque sécuritaire. Donc, on a dû changer les modalités de passation des marchés d'abord et changer même les types de voitures qu'il fallait acheter. Donc, on est parti modifier tout cela et acheter des voitures qui allaient susceptibles de ne pas intéresser les djihadistes. Parce qu'en temps même, la gendarmerie, même de certaines localités de ce pays-là, du nord du Mali, notamment, je pense que c'était Kidal, au Mali, la gendarmerie avait même été agressée par les djihadistes qui ont même arraché les pick-up de la gendarmerie. Donc, vous voyez à peu près comment est-ce que le contexte sécuritaire peut avoir une incidence sur même les modalités de passation des marchés et même les acquisitions de biens et services que vous devez faire. La croissance économique du pays, je vous en parlais tout à l'heure, la croissance économique du pays va mesurer la variation du PIB, de la richesse produite. Donc, la croissance économique va voir à peu près comment se porte l'économie de ce pays, le rythme d'activité économique du pays. Quelle est la progression? Est-ce qu'elle est sereine? Quel est le taux de croissance? Est-ce qu'elle surchauffe? Parce que le taux de croissance à côté ne veut pas dire qu'il y a développement. N'oubliez pas. L'indicateur qui permet de mesurer le développement, je l'ai dit, c'est l'IDH et à côté de l'IPH. Donc, le taux de croissance va mesurer la richesse produite par les agents économiques nationaux sur le territoire et les agents économiques étrangers sur le territoire, c'est-à-dire les étrangers qui sont implantés sur le territoire. Donc, lorsque vous devez mesurer le PIB d'un pays X, de quoi il s'agit? C'est la richesse en réalité produite par les agents économiques du pays dans le pays. Je prends un exemple, je prends le Bénin par exemple. Le PIB du Bénin va être en réalité la richesse produite par les Béninois sur le territoire béninois, plus la richesse produite par les étrangers qui sont sur le territoire béninois. À ne pas confondre bien sûr avec le produit national brut qui est une autre variable qui mesure autre chose. Et c'est la variation d'une année à l'autre de ce PIB-là qu'on va appeler le taux de croissance économique. Donc, on va voir les performances économiques du pays, comment ça se porte. Parce que la croissance économique a pour incidence, elle a une incidence directe, c'est qu'elle stimule les investissements directs étrangers dans un pays. Ça va de pair. Et quand il y a beaucoup d'idées dans un pays, c'est que le tissu économique, le tissu entrepreneurial est beaucoup plus développé. Il y a beaucoup d'entreprises susceptibles de soumissionner pour une offre, par exemple. La croissance démographique, vous n'êtes pas sans savoir ici qu'on est dans un projet d'appui aux réfugiés. La dynamique démographique est très importante. Donc, le Niger, on étudie la dynamique démographique du Niger. La population jeune, quelle est la tranche d'âge jeune? Elle constitue quel pourcentage qu'elle cote pas? Les femmes font quel pourcentage? On va étudier même les métiers, les secteurs d'activité dans lesquels ces catégories-là exercent. On va remarquer peut-être que dans une zone, les femmes sont beaucoup plus dans le maraîchage. Ça veut dire qu'au titre de ce projet, il faut tenir compte de ces aspects-là pour rediriger les types de projets que vous allez mettre en place dans cette localité. Ce qui ne va forcément pas être la même approche dans une autre localité, pourtant impactée par le même projet. Donc, voilà à peu près ce que cela veut dire. L'indice de pauvreté est noté.
L'accès aux soins de santé, l'éducation, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez là des variables de l'IDH en réalité qui sont segmentées. Vous avez l'évaluation de l'égalité des sexes de la Commission de l'Union africaine qui permet de voir comment est-ce que la richesse produite est répartie dans le pays de façon égalitaire, mais entre les sexes. Pardon, entre les sexes. La justification maintenant de la stratégie PPSD. Qu'est-ce que justifie la stratégie PPSD? Vous voyez, la PPSD traite de façon dont les activités de participation des marchés aideront à atteindre les objectifs de développement du projet et à optimiser. Donc, quand vous êtes dans une démarche d'optimisation, c'est que vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle l'efficience. Donc, l'utilisation des ressources en appliquant une approche basée sur les risques. Et vous allez voir les différents types de risques tout à l'heure. Vous allez avoir les risques stratégiques, des risques opérationnels. Vous allez même avoir des risques tactiques à ce niveau-là. Donc, voilà à peu près la PPSD, ce qui justifie la mise en place d'une PPSD. Elle est classique. Hein? Elle est classique ici. Donc, on vous dit ici que l'emprunteur a la responsabilité d'élaborer la PPSD, ça je vous l'ai déjà dit. Et le plan de passation des marchés qui va en découler va couvrir une période initiale de 18 mois. Je pense que vous avez la même durée au niveau de nos codes pays, c'est 18 mois. La PPSD est rédigée pour au moins les 18 premiers mois. Je dis bien au moins les 18 premiers mois. Voilà. Donc, c'est la banque qui examine la PPSD et approuve bien sûr le plan de passation des marchés qui va en découler avant la fin des négociations du crédit. Ici, on a utilisé le terme crédit parce qu'il s'agit de l'IDA. Il s'agit de l'IDA et non de la BIRD. Si on avait parlé de la BIRD, vous aurez entendu prêt. Bon, il y a aussi une différence entre crédit et prêt, c'est une autre notion. Donc voilà ici, le règlement qui serait utilisé, c'est celui que je vous ai montré, qui va régir tout ce qui est acquisition de biens et services. C'est le règlement de passation des marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement des projets d'investissement en date de juillet 2016. Ici, ce n'est pas la version révisée 2017-2018 qui va être utilisée. Pourquoi? Parce que la note conceptuelle du projet est intervenue avant les révisions. C'est pour ça que vous avez juillet 2017, vous n'avez pas novembre 2017 et août 2018. Donc, voilà un peu à ce niveau. L'aperçu maintenant du projet, vous avez la description même du projet, le PARSA. Vous avez la description du PARSA, qu'on vous fait, du projet même. Qu'est-ce que le projet veut faire? Et on va maintenant vous décrire le projet de façon subsidiaire, composante du projet par composante. Parce qu'un projet, c'est un ensemble de composantes. Et une composante, c'est un ensemble d'activités. Et l'activité, c'est un ensemble de tâches. Voilà. Voilà la déclinaison en réalité. Donc, vous avez des composantes. Vous avez une première composante qui est évaluée à 43,5 millions de dollars USD, qui est la composante infrastructure communautaire pour améliorer les services, l'accès aux services publics de base. Donc, à l'intérieur de cette composante, vous allez avoir toutes les approches qui seraient utilisées. À l'intérieur de cette composante, les secteurs sur lesquels les investissements vont porter. L'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation, la santé, les marchés, les transports, les infrastructures agricoles, les centres communautaires, tout ce qui va avec. Donc, vous avez ce même exercice-là qui est fait. On va essayer de chiffrer les personnes qui peuvent bénéficier de ces activités-là, de ces interventions, et voir les niveaux d'impact. Vous avez la composante de appui aux opportunités économiques, 22,5 millions de dollars USD. C'est la même approche qui va être utilisée. Vous avez là, c'est subdivisé au niveau de la composante 2 en deux sous-composantes. Vous avez la sous-composante 2.1 qui fait 15 millions de dollars USD, notamment qui va porter sur le soutien de la production agricole, la production végétale, le bétail, les volailles, la transformation agroalimentaire, la pêche et l'aquaculture et tout ce qui va avec. Vous avez la sous-composante 2.1 qui va être toujours mise en œuvre par qui? Vous avez donc les acteurs impliqués. Vous avez la sous-composante 2.2, soutien aux activités génératives de revenus non agricoles, 10,5 millions de dollars USD. Donc, lorsque vous additionnez, vous avez la somme de la composante numéro 2. Et c'est la même approche qui va être utilisée. L'analyse va être faite selon la même approche. Les domaines d'intervention du projet qui vont concerner cette composante et aussi les acteurs qui vont administrer cette composante-là au niveau de ce projet-là. Vous avez là la composante 3 qui est coordination et développement institutionnel, tout ce qui est bien sûr action de renforcement de capacité, formation, accompagnement, acquisition de biens pour la gestion de l'UGP, c'est-à-dire tout ce qui est appui institutionnel et tout ce qui va avec. Les bénéficiaires, vous les aurez dans le document et tout ce qui va. Donc, vous avez ça.
Toujours la même approche d'analyse des sous-composantes, c'est la même. Vous avez composante 4, la gestion même du projet que vous avez au niveau de la CEP. Quand vous entendez CEP, c'est la série d'exécution du projet. C'est la même chose quand vous entendez UGP, unité de gestion du projet. C'est encore la même chose quand vous entendez UCP, unité de coordination du projet. Mais au niveau, par exemple, de la Banque africaine de développement, on utilise beaucoup plus CEP, série d'exécution du projet. Voilà. Donc, vous avez maintenant les objectifs de développement du projet. Vous avez les objectifs stratégiques et les objectifs spécifiques. Donc, vous avez objectif global, objectif spécifique du projet, ça va être défini. Les indicateurs de performance clés. Donc, quels sont les indicateurs de performance? Qu'est-ce qui vont être mesurables? Il faut des indicateurs mesurables. Vous avez le nombre de bénéficiaires ayant un meilleur accès aux infrastructures communautaires, le nombre de bénéficiaires ayant un meilleur accès aux opportunités économiques. Vous avez tous ces indicateurs-là. Ces indicateurs-là, en réalité, vont être utilisés à la fin de l'exécution du projet pour l'évaluation rétrospective. Ce sont ces indicateurs-là qu'on va mesurer. On a voulu impacter 1000 personnes, on a impacté finalement 1500 personnes. Pourquoi est-ce qu'on a un écart de 500 personnes? On va analyser ces écarts-là et tirer des leçons à utiliser pour la mise en œuvre de futurs projets. On voulait impacter en réalité 200 personnes dans telle zone, mais on a réussi à impacter finalement que 100 personnes. On va analyser les causes, les écarts aussi. Pourquoi? L'évaluation rétrospective, après, va utiliser tout ce qui est indicateur de performance clé et faire l'analyse des écarts. Donc, vous avez l'énoncé des exigences juridiques et politiques en matière de passation des marchés dans le pays. Donc, vous commencez déjà par toucher l'arsenal juridique du pays. Est-ce qu'il est existant déjà? Dans ce pays-là, comment est-ce que le cadre institutionnel et réglementaire des marchés publics est structuré? Est-ce qu'il y a une autorité de régulation des marchés publics? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelles sont ses limites? Quelle est sa mission? Quelles sont ses limites? Comment est-ce que les litiges sont gérés dans le pays en marché public? Quelles sont les structures qui les gèrent? En amont, comment est-ce que le contrôle est fait à travers les directions de contrôle des marchés publics? Comment est-ce que la passation est faite en amont? Comment est-ce que le contrôle a priori des marchés publics est fait? Comment est-ce que le contrôle a posteriori des marchés publics est fait? Donc, tout ça va être analysé par la PPSD. Donc, la PPSD va analyser l'arsenal juridique et politique en matière de passation des marchés du pays. Et c'est ce qui va avoir une incidence sur même les modalités de passation des marchés publics et les niveaux de contrôle. Ce qui va permettre pour certains marchés de dire, ici, il faut mettre un contrôle a priori, mais ici, il faut mettre un contrôle a posteriori, et ici, il faut faire tant et tant. Donc, cela, tout ce que vous avez dans la PPSD a une incidence directe sur la planification des marchés qui va se faire à travers l'outil technique qui est le plan de passation des marchés. Vous avez après, bien sûr, cet outil-là aussi qui est utilisé. On va même évaluer même jusqu'au niveau du processus, le niveau de dématérialisation des procédures de passation des marchés du pays. Les législations pays l'ont prévu, mais on va voir, est-ce que dans ce pays, il y a un SIGMAP, c'est-à-dire un système d'information électronique des marchés publics, pour voir, parce que le SIGMAP entre dans la question de publicité, de publication des marchés publics. Est-ce que le pays dispose d'un SIGMAP? Est-ce qu'il est opérationnel? Comment est-ce qu'il est géré? Tout ça, on va voir. Les niveaux de transparence de procédure. Les portails électroniques à ce niveau. C'est vrai que vous avez des portails électroniques de diffusion, de la diffusion au plan international. Vous avez le Dev Business, vous avez le DG Market aussi. Donc, on va essayer d'analyser maintenant la législation spécifique au code de passation des marchés du pays. Donc, la loi qui va régir le code de passation des marchés publics du pays, c'est quelle loi? On l'a vu ici, c'est-à-dire tout ce qui a accès à la commande publique. On va voir la loi, les décrets qui vont avec, c'est-à-dire parce que la loi, c'est le code et les décrets d'application qui vont avec. Donc, vous allez avoir tout ça, ça va être énoncé. Donc, vous allez avoir ici un énoncé juridique de tout ce qui est dispositions réglementaires dans le pays. Donc, ici, vous allez avoir ce qu'on appelle le résumé des contrats de passation des marchés proposés. On va faire le résumé de tout ce qui est passation des marchés proposés. Vous allez avoir le contexte opérationnel et les capacités de l'emprunteur. On va maintenant évaluer les capacités de l'emprunteur. Sur l'aspect gouvernance, donc les indicateurs vont revenir. Vous voyez ici l'indice Mo Ibrahim qui revient. Vous allez avoir ici les aspects économiques qui vont être examinés, les aspects technologiques du pays. Est-ce que dans ce pays, on a accès à tout ce qui est, par exemple, services monétaires digital? Est-ce qu'on a des monnaies digitales qui sont des services de transfert dans le pays? Si oui, lesquels? La téléphonie mobile se porte comment dans le pays? Le taux de connexion dans le pays, le taux de pénétration même dans le pays est examiné. Pardon? Donc, on va utiliser tout ça parce que c'est une suite logique. Un pays
qui a en effet des problèmes en termes de connexion ne peut pas utiliser des procédures dématérialisées convenablement. Ça va de pair. Donc, ça a une incidence sur tout. Donc, on va voir, parce que si vous faites mal la PPSD, cela va se sentir systématiquement. Vous ne pouvez faire encourager des procédures dématérialisées dans un pays qui a des outils, qui a des aspects technologiques défaillants. Un pays où, par exemple, l'administration utilise beaucoup de moyens analogiques au lieu d'utiliser des moyens technologiques. Où on est encore à la machine dactylographique pour faire certaines choses, où on n'est pas équipé en termes d'ordinateur, d'infrastructure, c'est-à-dire le volet, ce qu'on appelle communément le volet hardware, voilà, le volet hardware, le volet matériel, et aussi le volet software, les logiciels. Est-ce que dans ce pays-là, il y a un système de gestion des systèmes d'information? Est-ce qu'il y a une sécurité des systèmes d'information? Est-ce qu'il y a de bonnes normes en termes de sécurité des systèmes d'information? Parce que c'est cela qui va cadrer la mise en place des procédures dématérialisées. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les procédures dématérialisées, le premier ennemi des procédures dématérialisées, c'est l'intégrité du processus. Donc, il faut pouvoir garantir l'intégrité du processus. Donc, vous avez les aspects de développement durable à ce niveau. Vous avez maintenant les capacités de passation des marchés de l'emprunteur qu'on va utiliser. On va maintenant voir l'organisation et le fonctionnement du projet. Est-ce qu'il y a un comité de pilotage qui va être multisectoriel, c'est-à-dire plusieurs ministères vont désigner des membres pour constituer le comité de pilotage. L'unité de gestion du projet, qui est bien sûr validée en amont par le bailleur de fonds, parce que c'est généralement une condition suspensive au premier décaissement des ressources du prêt. Vous avez les unités régionales qui seront mises en place et vous avez maintenant à avoir l'organigramme même de l'unité de gestion du projet et des unités de coordination régionale du projet. Donc ici, dans le cas de ce projet-là, par ça, vous avez l'ancrage institutionnel, le cabinet du Premier ministre, vous avez le secrétariat, vous avez toute la structure, les assistants passation des marchés, les responsables passation des marchés, les experts, les RAF, responsables administratifs et financiers, les responsables civils, évaluation s'il en faut, et tout ça, les unités de sauvegarde environnementale et sociale. La Banque mondiale est très attachée à la sauvegarde environnementale et sociale. Et cela bloque d'ailleurs beaucoup de projets. Donc, vous allez avoir tout l'organigramme du projet et vous allez avoir maintenant les unités de régionales, c'est-à-dire à Difa, par exemple, c'est une localité du Niger, Tilaberi, Tila, Tawa. Vous allez avoir au niveau de chaque unité régionale les experts qui vont intervenir. Des unités régionales de coordination du projet. Il faut un expert en développement rural, un expert en passation des marchés. Et vous allez voir ici qu'au niveau, vous faites le même modèle n'a pas été répliqué. Puisque la PPSD tient compte du contexte. Vous allez voir par exemple au niveau de DIFA, vous avez un assistant infrastructure au niveau de DIFA, alors que vous n'avez pas d'assistant infrastructure au niveau des deux autres localités. Donc, c'est en fonction du contexte en réalité. Donc, c'est fait de cette manière-là. Jusqu'au l'aide comptable, le chauffeur, même le planton, tout est pris en compte. Donc, vous allez avoir maintenant les organes de passation des marchés du pays. Comment est-ce que la commission d'ouverture des offres dans le pays fonctionne? Les législations, comment est-ce que les décisions sont prises? Quel est le nombre? Est-ce qu'il y a un nombre pair? Est-ce que c'est un nombre impair? Comment est-ce que c'est mis en place dans la législation du pays? Parce qu'aujourd'hui, la Banque mondiale peut participer non seulement à l'ouverture des offres, mais à l'évaluation. Il faut le rappeler. La Banque mondiale peut participer à ces deux processus-là, mais avec une voix non délibérante. Elle n'intervient pas. Elle n'a pas une voix non délibérante. Donc, on va étudier tout ça. Commission d'ouverture des offres, commission d'évaluation des offres. Le besoin d'accompagnement du pays, on va l'évaluer. Est-ce que ce pays a besoin d'être accompagné? Aujourd'hui, en termes de procédures dématérialisées, par exemple dans les pays de l'UEMOA, vous allez voir aujourd'hui, il y a une banque qu'on appelle la KfW, qui est la Banque de développement de la République d'Allemagne, qui est en train d'accompagner les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment la zone UEMOA, dans la mise en place de tout ce qui est matériel et logiciel pour leur permettre quand même d'aller de façon très, très sereine vers des procédures dématérialisées. Donc, ce besoin d'assistance-là va être évalué. Les capacités de gestion de contrat du pays, les objectifs de la passation des marchés, qu'est-ce qu'on veut faire avec la passation des marchés? Les questions d'allotissement, les questions de développement durable, comment est-ce qu'on va les prendre en compte? Le système de gestion des plaintes, la Banque mondiale est aujourd'hui très attachée, beaucoup plus que par le passé, à la question de gestion des plaintes et des débriefings. C'est une des notions sur lesquelles on revient en formation généralement. Comment est-ce que dans ce pays, les plaintes sont gérées? Le tribunal gère comment? Quelles sont les différentes... La RMP, quel est son rôle? À quel moment ils interviennent? Comment est-ce qu'ils rendent les décisions? Dans quel délai? Quels sont les mécanismes de saisine? Tout ça est évalué dans le pays pour savoir à qui on a fait. Cela permet à la Banque mondiale après de mettre en place un dispositif de gestion des plaintes de façon beaucoup plus efficiente et de façon beaucoup plus sereine. Donc, vous avez après ce que vous connaissez un outil que vous avez, qui est un outil concurrentiel utilisé qu'on appelle l'analyse SWOT. On le fait en PPSD. L'analyse SWOT, le Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.
force, faiblesse, menace, opportunité en français. Donc, les forces et faiblesses sont des valeurs intrinsèques, comme vous le savez, internes, alors que les opportunités et les menaces sont par rapport à l'environnement. Donc, vous allez voir ici les forces. On va évaluer tout ce qui est force, faiblesse. Vous allez voir les menaces, opportunités, les risques. Et vous allez voir que ces risques-là vont déclencher des actions, en réalité, au niveau de la PPSD, in fine. Par exemple, en termes de risque, vous avez, je peux par exemple prendre le premier risque, l'expérience de l'UGP. On se rend compte que l'expérience de l'UGP, par exemple, est limitée aux procédures nationales et à celles de l'Union européenne. Cette structure pourrait avoir de la difficulté à s'ajuster rapidement aux règles et procédures de la Banque mondiale au nouveau règlement de passation des marchés. Ce risque-là va, par exemple, de façon spécifique, déclencher la mise en place d'un programme de formation des membres de l'UGP. Donc, chaque risque, en effet, va déclencher une action. Donc, il faut bien faire l'analyse SWOT dans votre PPSD pour évaluer les niveaux de risque. Les opportunités de l'environnement qu'on peut saisir aussi à ce niveau. L'étude de marché. Vous voyez là qu'on ne commence même pas à entrer dans une approche marketing et une approche commerciale. L'étude de marché est faite dans la stratégie PPSD. Donc, c'est pour vous dire que vous devez être en train de vous rendre compte qu'en réalité, en marché public, vous avez intérêt pluridisciplinaire. Tout est lié. Vous voyez ici, on aborde l'économie, on aborde les finances, on aborde l'environnement, on aborde le technique, on aborde même le volet marketing de la chose. Donc, l'étude de marché, on va faire l'étude de marché composante par composante, en réalité. Vous allez voir. Donc, vous avez maintenant le plan de financement aussi qu'on va faire aussi composante par composante. Et la programmation. Vous devez vous rappeler que le projet par ça, si vous avez vu au niveau de la première phase, c'est 2019-2023, ça fait 4 ans. Donc, vous avez la programmation des dépenses sur les années, composante par composante. Donc, vous avez ici la composante numéro 1, région par région, qu'est-ce qu'on va faire? Les petits programmes et projets qu'on va mettre en place vont coûter combien? Elles vont être réparties comment sur les 4 ans? La programmation budgétaire, la déclinaison budgétaire de chaque de chaque activité sur les 4 ans. Il y a les activités qu'on va exécuter uniquement la première année, par exemple, d'autres qu'on va exécuter pendant 2 ans, d'autres qu'on va exécuter pendant les 4 ans. Cela va dépendre des projets, des activités à mettre. Donc, vous allez avoir cette même approche-là, composante par composante. L'étude de marché, vous l'avez, et vous avez la composante 2 ici, qui est, si vous vous souvenez, en 2 sous-composantes. Donc, vous allez avoir le même exercice ici, la sous-composante 2 aussi, la planification budgétaire de la sous-composante. Vous allez avoir l'étude de marché qui va avec. Vous allez avoir la sous-composante 2, la planification. Vous allez avoir l'étude de marché qui va avec. La composante 3, vous allez avoir la planification, le plan de financement de la composante 3. Vous allez avoir, ici, c'est beaucoup d'anciens. Par exemple, lorsque vous prenez la composante 3, vous avez la composante 3 qui est le titre ici, pardon, coordination de développement institutionnel. Vous voyez ici, vous avez par exemple les équipements de monitoring achetés, vous avez des formations en gestion assez sur les retards, des formations de personnel des administrations des missions, vous avez l'acquisition de logiciels, par exemple, de matériel et tout ça. Voilà. Donc, vous avez tout ça au niveau de la coordination et du développement institutionnel du projet. L'étude de marché aussi qui va avec. Vous avez la composante numéro 4, le plan de financement de la composante numéro 4, coordination du projet, les salaires des membres de l'UGP, les frais de personnel, l'acquisition des biens qui vont être faits. Au titre de l'acquisition des biens ici, attention, c'est tout ce qui est matériel informatique, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement de l'UGP. Donc, la gestion fiduciaire, c'est-à-dire la gestion du suivi du projet, c'est ça qu'on appelle la gestion fiduciaire du projet. Le plan de gestion environnementale qui va consacrer la mise en place des normes de sauvegarde environnementale, suivi, évaluation, renforcement des capacités techniques, tout ça, tout ce qui est formation des membres de l'UGP. Vous avez tout ça décliné aussi sur la durée d'exécution du projet à ce niveau. Mais ici, vous avez 6 ans parce que l'UGP est mise en place avant le projet et va finir après le projet. Donc, même après le projet, l'UGP continue à travailler sur un délai au moins d'1 an pour permettre de faire les derniers rapports et tout ce qui est dernière diligence à mener en vue de la clôture définitive du projet. Ce qu'il ne faut pas confondre avec la durée d'exécution du projet lui-même. Voilà. Donc, vous avez maintenant l'analyse du risque. Vous avez les risques et possibilités influents sur le choix de la stratégie. Vous avez la composante ici. On va faire cette analyse de risque aussi sur chaque composante. Vous allez avoir les descriptions d'un risque. On définit les risques, la description des risques et le détenteur du risque. Qui est détenteur du risque? Pour pouvoir savoir
les niveaux de contrôle et vers qui orienter les contrôles. Vous avez par exemple un niveau de risque qu'on dit, un risque par exemple, je prends, délai insuffisant pour préparer et soumettre une offre limitant ainsi la concurrence. C'est un risque. Comment est-ce qu'il faut décrire cette offre-là? Un délai minimum de 30 jours doit être alors accordé aux soumissionnaires pour préparer leur offre et obtenir une caution de soumission auprès de leur banque. Donc, s'il y a un risque, il faut prendre des mesures d'atténuation du risque. Et le détenteur du risque, c'est l'UGP et les soumissionnaires, parce que ce sont les soumissionnaires qui vont intervenir pour les questions de délai de dépôt des offres et de garantie de soumission à retirer auprès des banques agréées. Donc, vous avez tous ces niveaux de risque-là qu'on va évaluer, les mesures d'atténuation des détenteurs. Composante par composante, ici c'est pour la composante 2. Vous avez ça aussi pour la composante 3. Vous avez pour la composante 4. Et vous allez avoir maintenant une évaluation, une autre forme d'évaluation des risques qui suit, qu'on appelle l'évaluation de la probabilité, les conséquences de chaque risque maintenant. On va décrire chaque risque, composante par composante, et la probabilité du risque. Est-ce que c'est un risque faible, moyen, élevé, fort? Donc, on va parler maintenant aussi des niveaux de risque. Est-ce que vous êtes en zone verte, en zone orange ou en zone rouge selon les risques? Donc, les mesures qui vont aller avec ces risques-là vont être en crescendo aussi selon le niveau d'augmentation du risque. Donc, vous avez les conséquences du risque. Qu'est-ce que cela peut induire? Lorsque vous prenez, par exemple, les critères de qualification des entreprises qui peuvent être inadaptés à la situation du marché local, par exemple, c'est que cela va induire un retard dans la passation des marchés parce que vous avez de fortes chances d'avoir ce qu'on appelle des offres infructueuses. Donc, il faut tenir compte de ces aspects-là pour faire la planification des marchés plus tard. Donc, vous avez les modalités de passation des marchés aussi qu'on va retenir, composante par composante. Ici, vous avez les attributs, les dispositions choisies et les résumés de justification, modalité par modalité aussi. Par exemple, vous avez comme attribut, je prends un exemple, le prix et mécanisme d'établissement des coûts. La disposition choisie, c'est qu'il faut que cela soit forfaitaire. Résumé de la justification, durée relativement courte. Donc, on fait cette analyse-là au niveau de chaque composante. Vous voyez la composante 2 ici. Vous avez celle de la composante 3. Vous avez la composante 4. Et vous avez maintenant abouti aux méthodes de sélection. Donc, toute la PPSD qu'on vient d'analyser dès le début, là, toutes les variables, c'est là que ça nous conduit. Ça nous amène à faire ici, à prendre ici les meilleures options. Les meilleures, pourquoi? Parce qu'entre-temps, je peux vous donner un exemple. En réalité, l'objectif, c'est l'efficience. Ce n'est pas de quitter Dakar pour Cotonou. Vous pouvez quitter Dakar pour Cotonou en voiture. Et vous pouvez quitter Dakar pour Cotonou en avion. Mais ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions, c'est ça l'efficience, en réalité. Donc, les variables de l'efficience ne sont pas forcément le coût. Beaucoup ont une tendance erronée à dire l'efficience, c'est le fait d'atteindre les objectifs à moindre coût. Non, ce n'est pas seulement le coût. Le coût n'est pas une variable. Cette définition est très, très réductrice. L'efficience prend en compte les facteurs mis en œuvre. Ça peut être le coût, ça peut être le temps, ça peut être les ressources humaines, ça peut être les ressources matérielles. Donc, c'est la gestion efficiente de ces facteurs-là qui fait qu'on parle en réalité d'optimisation. Donc, il ne faut pas limiter l'efficience uniquement au coût. Il faut les limiter aux facteurs mis en œuvre. Donc, c'est la rationalisation des facteurs mis en œuvre. Donc, vous avez les méthodes de sélection que cela va induire. Donc, tout ce qu'on a fait dans la PPT va nous amener de façon sereine maintenant à retenir ce qu'il faut ici. Au niveau de la première composante, vous avez le coût estimé. Vous avez le revue de préalable de la banque. Les revues préalables ici, c'est quoi? C'est que la banque va marquer son avis de non-objection à chaque étape du processus de passation des marchés avant que vous ne puissiez avancer. C'est ça la revue préalable de la banque, à ce niveau-là. Donc, au niveau de l'approche de passation des marchés, vous pouvez avoir la compétition, qu'elle soit ouverte, restreinte, ou à ce niveau aussi, vous pouvez avoir une recherche nationale, une recherche internationale. Si vous allez faire une évaluation à une étape, en 2 étapes ou en plusieurs étapes, le type d'enveloppe, si c'est une enveloppe ou plusieurs enveloppes. Ça, il s'agit là des modalités de passation des marchés. Ce n'est pas l'objet, bien sûr, de notre webinaire. Là, ce sont des modalités de passation des marchés qui seront étudiées. Ça, c'est en formation qu'on le fait, c'est-à-dire les modalités agréées et les modalités alternatives, encore appelées type d'arrangement alternatif de passation des marchés.
Donc, vous avez les modalités de sélection qui vont avec, les méthodes de sélection, pardon, qui vont avec. Vous avez l'appel d'offres international, l'appel d'offres national, la sélection fondée sur la qualité de coût, par exemple, en service de consultant. Vous avez la consultation de fournisseurs. Vous avez l'entente directe. Vous avez la qualification des consultants. Vous avez le CI. CI, c'est la consultation initiale. C'est une modalité. C'est une méthode de sélection qui est utilisée, par exemple, qu'on appelle encore SI, sélection initiale. On utilise la sélection initiale beaucoup plus dans l'appel à proposition qui est une nouvelle modalité aujourd'hui, ce qui permet de faire aujourd'hui en travaux, fournitures, services, autres services de consultants, des critères notés. Donc, on fait des critères notés, alors qu'avant, c'était des critères binaires. Les critères binaires existent toujours en appel d'offres et au niveau des autres procédures concurrentielles, mais en critères, aujourd'hui, avec la Banque mondiale et même aujourd'hui avec la BAD, vous pouvez utiliser des critères notés et des critères notés en travaux. C'est-à-dire comme si vous étiez en train de faire des grilles de notation de service de consultant. Vous pouvez le faire en travaux aujourd'hui à travers l'appel à proposition. Donc, c'est une procédure spécifique qui est cadrée, bien sûr. C'est cadré. C'est cadré. Alors qu'en réalité, ce qui est fait au niveau des appels d'offres et autres de façon classique, qui est toujours utilisé, hein, c'est la notation binaire. C'est-à-dire le binaire, c'est du oui ou du non. Il y a un critère que vous ne respectez pas, vous êtes éliminé. Alors qu'avec la notation par barème, vous ne respectez pas un critère, vous avez le nombre de points équivalent à ce critère. C'est-à-dire, lorsque, par exemple, c'est un critère qui doit être noté sur 10, vous avez, par exemple, ceux qui vont respecter ces critères à telle hauteur auront entre 0 et 5, les autres auront entre 0 et 7, les autres auront entre 7 et 10. Donc, cela va vous permettre de vous situer et de ne pas pénaliser les entreprises parce qu'on s'est rendu compte qu'on a longtemps pénalisé les entreprises pour des critères sur lesquels on aurait pu quand même, comme on dit, je ne veux pas dire fermer les yeux, mais des critères qu'on aurait quand même pu gérer, c'est-à-dire des critères support qu'on aurait pu gérer. Voilà. C'est ce qui a maintenant d'ailleurs introduit la notion d'offre la plus avantageuse, la combinaison, ce qu'on appelle la notion d'offre la plus avantageuse, l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'emprunteur. C'est ça, l'offre la plus avantageuse. C'est cette notion-là, justement, de notation par barème, c'est-à-dire la notation des critères notés qui ont introduit cette notion-là. Voilà. Ce n'est plus aujourd'hui le moins 10 ans, forcément, c'est le plus avantageux. Donc, vous avez ce travail-là qui va être fait composante par composante par les spécialistes. Vous allez voir des séries de revues. Vous allez même avoir des séries de revues et tout ce qui va avec. Donc, vous avez ici le plan de passation des marchés qui va découler de ça. Vous avez une partie textuelle et une partie en tableau. Vous avez le titre du projet, la tutelle du projet, l'entrée en institution, le project ID, la date d'approbation du plan de passation des marchés, la période couverte, bien sûr, initiale. Et ce plan de passation des marchés, comme vous le savez, au niveau des pays, il peut être révisé. Le plan de passation des marchés peut être révisé. Et on peut même le réviser en cours d'exécution du plan de passation des marchés. Généralement, c'est ce qui est fait. Lorsqu'on se rend compte que sur un marché, par exemple, il y a eu des manœuvres collusoires, la Banque mondiale peut aggraver votre facteur risque pour les autres marchés qui arrivent. Donc, on peut réviser le plan de passation des marchés ou, par exemple, revoir les seuils de revue ou revoir même les types de revues. Donc, les marchés où, par exemple, il y avait des revues a posteriori, on peut les amener en revue a priori parce que vous êtes devenu beaucoup plus, il y a un risque qui est autour. Donc, vous allez voir ici qu'on utilise toutes les formes de risques, les risques politiques, les risques sécuritaires, les risques institutionnels et toutes les autres formes de risques ici. Voilà. Donc, vous allez avoir le plan de passation des marchés qui va en découler, que vous avez ici. Et au niveau de la Banque mondiale, vous avez ça en travaux. Les travaux, c'est les works, les biens, fournitures ou équipements que vous avez en goods. Vous avez les services, autres que services de consultants, les non-consulting services. Et vous avez les consulting services. Mais au niveau des consulting services, on va subdiviser en deux. Vous allez avoir les consulting services, les consulting services firms, c'est-à-dire les cabinets, c'est-à-dire les entités, services consultants. Vous allez avoir les consultants individuels aussi, c'est subdivisé en deux. Donc, vous allez avoir les montants. De l'autre côté, vous allez avoir les montants estimatifs de chaque activité à mener. Vous allez avoir les méthodes de passation des marchés qui ont été retenues, la date d'ouverture probable des marchés, le niveau de revue. Est-ce que c'est des revues? Quand vous voyez prior, c'est a priori. Vous voyez post, c'est a posteriori. Vous allez avoir les dates visualisées pour l'évaluation, les dates de signature du contrat, à peu près aussi pour ce marché-là. Donc, vous allez avoir ça. Donc, dans un plan de passation des marchés, vous allez avoir 3 modèles de plan de passation des marchés, en réalité. Vous avez le plan de passation des marchés qui est contenu dans la PPSD que vous avez là à l'écran. Vous avez un modèle qui est le modèle publié. Et vous avez un modèle aussi qui est dans le modèle qui sera contenu dans le rapport d'évaluation. Voilà. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc, vous avez ici
les works, c'est-à-dire les travaux, les goods, les biens. Donc, vous avez sélection de consultants. Vous avez les services de consultants ici, que vous avez à ce niveau. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, vous avez maintenant le plan de gestion et exécution des marchés. Comment est-ce que cela va se faire? Les risques qu'on avait étudiés. Comment est-ce que maintenant, on va voir les acteurs intervenants au niveau de ces risques-là, étape par étape. On va prendre les risques maintenant et on va maintenant les mettre en étape du processus de passation des marchés. À la phase d'expression des besoins, quels sont les risques? Lorsqu'on sera en train de rédiger le DAO, quel sera le risque? La validation du DAO, le niveau de risque, les acteurs intervenants, les institutions qui vont intervenir, la publication du DAO, l'ouverture des plis, l'analyse des offres. Donc, vous allez avoir l'étape du processus de passation des marchés publics. L'adjudication, la gestion des plaintes, suivi exécution du contrat, clôture du marché et même l'archivage du marché, s'il faut des archivages électroniques ou des archivages électroniques et physiques. Comment cela va être fait? Donc, toute la chaîne, toutes les étapes du processus, les acteurs concernés, en réalité, les intervenants, les institutions, c'est-à-dire au niveau de l'entrée institutionnelle, ceux qui vont intervenir et les résultats qu'on est censé avoir. Donc, cela va être fait à ce niveau, au niveau de toutes les étapes critiques du marché. Donc, il va y avoir des étapes critiques, c'est-à-dire des étapes où les risques sont potentiellement plus élevés. Au niveau de ces étapes-là, vous allez voir que le niveau de contrôle sera beaucoup plus accru. Vous avez maintenant les indicateurs de performance dont on avait parlé ici, c'est-à-dire au niveau des questions de seuil, parce que les seuils n'ont pas disparu. Jusque maintenant, la PPSD, l'analyse de la planification des marchés de la Banque mondiale ne se fait plus de façon mécanique comme avant, c'est-à-dire sur la base uniquement de seuil. C'est fait aujourd'hui aussi sur la base d'une analyse de risque qui se fait à travers un document qui est obligatoire qu'on appelle la PPSD que je viens d'ailleurs de vous présenter. Donc, voilà un peu ce que vous avez de façon brève dans la PPSD. Je rappelle encore une fois, c'est un webinaire, on ne pourra pas entrer dans tous les détails. On va vous expliquer de façon synoptique ce qu'il en est. Vous avez maintenant à côté, vous avez un plan de passation des marchés. Voilà un modèle de plan de passation des marchés, le Burkina. C'est un produit du Burkina, on va migrer cette fois-ci. On va prendre un exemple du Burkina. Vous avez la partie textuelle. Voilà. C'est un document de la Banque mondiale, un plan de passation des marchés. C'est un projet qu'on appelle le projet d'appui à l'enseignement supérieur du Burkina. Vous avez le projet ID, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le volet textuel de la passation des marchés. Vous avez là. Et vous avez maintenant le tableau. C'est très petit hein, parce que c'est dense. Je vais peut-être zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Ce n'est pas différent de ce que je viens de vous présenter dans la PPSD, mais ici, c'est plus détaillé. Vous avez toutes les approches, les composantes auxquelles chaque activité appartient. Les numéros de crédit d'imputation sont des crédits de l'IDA ici. Vous allez voir, c'est des crédits IDA du Burkina. C'est un projet qui est géré par le ministère de l'Enseignement supérieur du Burkina. La date d'approbation du plan et tout ce qui va avec. Donc, vous avez toujours les works, les goods, les non-consulting services et les consulting services. Donc, vous avez ici, par exemple, lorsque vous prenez une activité, coûts, acquisition de logiciels de gestion financière. Vous allez voir works, il n'y a pas de travaux. Pour ce projet, il n'y a pas de travaux. Acquisition d'un logiciel de gestion financière. Vous avez le numéro de crédit d'imputation, le crédit IDA toujours. Vous avez la composante à laquelle appartient cette activité. Voilà. Vous avez le type de revue, c'est une revue a posteriori. Vous avez la méthode utilisée, c'est une demande de prix, ce qu'on appelle la DRP. Vous avez l'approche de marché, c'est-à-dire c'est une approche limitée, elle est ouverte, elle est comment, c'est l'approche limitée ici. Vous avez le procurement process, c'est-à-dire est-ce que c'est une étape et une enveloppe, une étape, deux enveloppes, deux étapes, deux enveloppes, tout ça va être défini. Donc ici, vous avez single stage, c'est-à-dire une étape, one enveloppe, une enveloppe. Vous avez la préqualification. Est-ce que c'est précédé d'une préqualification, yes or no? Parce que l'appel d'offres peut être précédé d'une préqualification ou pas. Vous avez le montant estimé. Vous avez toutes les variables, c'est-à-dire les dates prévisionnelles qui seront bien sûr. Et ici, vous avez non seulement les dates prévisionnelles, c'est-à-dire planète, et vous avez les dates actuelles. Donc, les actuelles vont être renseignées après, lorsqu'on va exécuter, bien sûr, l'activité. Donc, vous allez avoir parfois, dans la majeure partie des cas, vous avez un décalage entre le planète et le actuel, parce que tout ça aussi va être analysé. Pourquoi on a prévu faire cette planification? Là, on a prévu finir fin mars, alors que finalement, c'est fin mai. C'est à fin mai qu'on a pu le faire. On va tout ça analyser. Tout ça, l'évaluation de tout ceci va en tenir compte. On va analyser tous ces aspects. La préqualification, les scientifiques de marché, l'évaluation, l'exécution, tout ce qui va avec, l'observation du délai d'attente et tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, le délai d'attente avec la Banque mondiale, c'est un minimum de 10 jours ouvrables.
Et vous allez voir d'autres bailleurs de fonds qui vous mettent 15 jours calendaire. Donc, cela va dépendre. Il faut faire attention à la terminologie. Lorsqu'on vous dit 10 jours, ce n'est pas 10 jours, c'est 10 jours ouvrables au niveau de la Banque mondiale. Et les jours ouvrables, ça dépend des pays. Tous les pays n'ont pas les mêmes jours ouvrables, vous le savez. Parce qu'un jour peut être ouvrable dans un pays, ne pas l'être dans l'autre. Lorsque vous prenez par exemple le Bénin, le 1er août n'est pas un jour ouvrable. Alors qu'un autre pays qui n'a pas sa fête nationale le 1er août, lorsque cela va tomber en semaine entre le lundi et le vendredi, c'est un jour ouvrable. Donc, chaque pays a son jour ouvrable en fonction. Voilà. Donc, vous avez les works. Ici, il n'y a pas de works. Vous avez les goods. Vous voyez, il y a beaucoup de goods. Hein. Vous avez les non-consulting services. Il n'y en a pas. Vous avez les consulting en firms maintenant. Comme je vous l'avais dit, vous avez consulting firms. Et vous avez individual consulting, c'est-à-dire les consultants individuels. Voilà, individual consultant. Consulting, consultant individuel. Et voilà, c'est le plan de passation des marchés. Donc, voilà ce modèle-là, à ce niveau. Et tout ça, en réalité, dans tout le processus de passation des marchés, il y a un outil technique qui est mis en place par la Banque mondiale, qui est administré cette fois-ci par la Banque mondiale, qu'on appelle le STEP. Et dans chaque pays, au niveau des représentants résidents, vous pouvez vous approcher de vos représentations résidentes, vous avez un gestionnaire STEP. Le STEP, c'est le Systematic Tracking of Exchange in Procurement. En français, on parle de suivi systématique des transactions des marchés publics. Tout ça est en réalité archivé dans le STEP, est intégré dans le STEP. Donc, c'est une plateforme en réalité de suivi des marchés systématiques. Ça permet, lorsque vous finissez, à n'importe quel état, vous questionnez le STEP, vous devez savoir, vous devez avoir les données sur chaque projet, sur chaque composante, sur chaque marché de la composante, sur chaque tâche d'aide de la composante, les niveaux d'avancement qui sont prévus, les niveaux d'avancement actuels et tout. Tout ça est renseigné dans STEP. Donc, c'est un outil en réalité de planification. Donc, la PPSD aujourd'hui, en un seul mot, la PPSD, c'est un outil de planification des marchés, c'est un outil d'aide à la décision parce que c'est elle, la PPSD bien sûr, qui permet de réussir de façon efficiente la planification des marchés. Et aujourd'hui, elle est imposée par la Banque mondiale. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous en sensiblement 1 heure. On a tout tenu dans les délais. Merci beaucoup de votre attention. Il y a beaucoup de questions apparemment. Ça bouge beaucoup au niveau du chat. On va essayer de répondre à vos préoccupations sous le contrôle, bien sûr, de M. Femi Torso, qui est le modérateur de cette séance-là. Merci encore à toutes et à tous. On va peut-être faire pour les comptables, vous savez, le last in, first out. Permettez-moi d'aller avec cette approche comptable. Dernière question. Pouvons-nous avoir les 3 modèles de plan de passation des marchés? Le premier modèle, vous l'avez dans la PPSD que je viens de vous envoyer, que vous venez de recevoir. Le deuxième modèle, vous l'avez, plan de passation des marchés Burkina Faso, c'est le modèle que vous avez, le modèle public. Et le troisième modèle, c'est le modèle qui est contenu dans un accord de financement, ce qu'on appelle l'accord juridique, que vous ne pouvez pas avoir ici. Parce qu'il va vous falloir un accord juridique d'un projet financé par la banque, entre la Banque mondiale et un emprunteur. Et ça, la publication, malheureusement, n'est pas autorisée. Donc, vous avez... Mais ce que je peux vous dire à travers ce modèle-là qui est contenu dans l'accord juridique, c'est que c'est un modèle simplifié. Mais au niveau de la BAD vous a arrêté dans le guide de planification des marchés publics. Par exemple, vous ont en réalité, dans ce document, présenté les 3. Donc, la BAD a décidé dans son document de planification des marchés de vous présenter les 3 modèles types. Mais ce n'est pas le cas ici de la Banque mondiale où vous avez les 3, un dans la PPSD, un de façon, ce qu'il faut publier, que vous faites au pays, avec leur approbation a priori, et celui que vous allez avoir, bien sûr, dans l'accord juridique. Voilà. Est-il prévu une attestation de participation sur le webinaire? Bien sûr, non. Je pense que si vous participez régulièrement à des webinaires, vous savez qu'un webinaire n'est pas sanctionné par une attestation de participation. Par contre, c'est la formation qui est sanctionnée par une attestation de participation. Vous avez dû recevoir des mails qui vous ont permis de vous connecter et vous avez vu qu'il y a un lien qui vous permet, si vous le souhaitez, bien sûr. Certains l'ont déjà fait d'ailleurs, c'est souhaitable. Ils sont inscrits déjà même pour cette formation-là parce que tout ce que nous venons de dire ici, là, va être plus détaillé en formation. On a une formation qui va durer quasiment 1 mois et demi, chaque week-end. Donc, vous allez vous inscrire en week-end, vous allez vous inscrire les week-ends et participer à cette formation-là. Donc, c'est en formation en réalité qu'on donne des attestations, pas en webinaire. Le webinaire, comme vous le voyez, il est gratuit. C'est pour nous permettre entre spécialistes, entre débutants parfois, c'est accepté, de discuter de certains thèmes-là. Voilà. Comme on le fait ici, la planification des marchés selon la Banque mondiale.
L'AFD est considéré comme quel type de bailleur? L'AFD n'est pas multilatéral, c'est un bilatéral. L'AFD, c'est un bilatéral. L'AFD, c'est parce que l'AFD, c'est la France, c'est un bilatéral, c'est pas un multilatéral. La Banque mondiale accepte encore le principe de double contrôle, c'est-à-dire, premièrement, son avis après l'organe du pays. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Cela ne pose aucun problème, absolument aucun problème. Et aujourd'hui, même si c'est encouragé, mais dans certains cas, on peut le simplifier pour ne pas alourdir le processus. Mais dans la majeure partie des cas, c'est encouragé. Ils vont même parfois vous demander d'avoir l'approbation dans vos pays, la Direction nationale de contrôle des marchés publics, avant de leur envoyer les rapports avec le rapport de cette direction-là pour leur avis de non-objection. Cela ne gêne pas. La différence entre un crédit et un prêt. Un crédit, comme vous le savez, entre un crédit et un prêt, de façon technique, il n'y a pas de différence. Un crédit et un prêt, c'est un montant alloué pour accompagner. Mais un crédit, le mot crédit est beaucoup plus utilisé pour les ressources concessionnelles, c'est-à-dire l'IDA, et le mot prêt est beaucoup plus utilisé pour la BIRD, pour les prêts BIRD, pour les pays à revenus intermédiaires. C'est ça la différence, en fait. C'est tout. Monsieur Femi vous a déjà répondu. Une personne lambda peut-elle contracter un prêt auprès de la Banque mondiale? Bien sûr que non. Vous pouvez contracter ce n'est que les États qui peuvent contracter un prêt auprès de la Banque mondiale. Mais auprès de l'autre filiale du groupe de la Banque mondiale, qui est la SFI, la Société financière internationale, là, vous avez le secteur privé. Et même encore là, le secteur privé, ce n'est pas un individu qui peut aller contracter. C'est une entreprise, c'est une entité en réalité. Donc, même si vous devez le faire en tant que promoteur d'un projet, c'est à travers une entité. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, le groupe de la Banque mondiale a fait un effort. Si vous avez vu sous le lead de, je pense que c'est M. Sergio Pimenta, le vice-président SFI pour l'Afrique, ils ont mis en place beaucoup de bureaux de SFI dans nos pays. Vous avez dû remarquer, depuis 2 ans, il y a beaucoup de bureaux maintenant de la banque, de la SFI dans les pays. Pour le moment, je pense qu'ils sont dans les mêmes locaux que la Banque mondiale, puisque ce sont des cousins. Et voilà, quoi. Donc, une personne lambda, non. Si j'ai bien compris ce que vous voulez appeler personne lambda. Voilà. La différence entre la PPSD, le TDR et un business plan. Le business plan, c'est beaucoup plus pour le secteur privé, comme vous le savez. La PPSD, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est l'outil même de planification des marchés publics. Ici, on est en marché public. C'est le secteur public ici. Il ne faut pas perdre cela de vue. Les TDR, c'est les thèmes de référence. Il y a des thèmes de référence. Les thèmes de référence, c'est l'expression des besoins en réalité qui se fait à travers les thèmes de référence. Et les thèmes de référence, vous allez voir que c'est généralement en service de consultants qu'on utilise les systèmes de référence à travers le contexte, les objectifs généraux, les objectifs stratégiques, les missions, les livrables attendus. Tout ça, c'est les thèmes de référence. C'est-à-dire ce qu'on attend de la mission, tout ce sur quoi toute la mission va s'axer. C'est ça les thèmes de référence. Donc, c'est le document de base en réalité en matière de passation au niveau des services de consultants. Mais le document de base de la planification même de tout le processus de passation des marchés, c'est la PPSD. Quand est-ce qu'on qualifie un prêt d'aide au développement? Pourquoi une aide? Vous savez, c'est en réalité une question de jargon. Lorsqu'on parle d'aide au développement, en réalité, cela peut se faire à travers un prêt ou un don. Vous allez voir qu'on parle de prêt ou de don, en réalité. Donc, ça va dépendre du système, parce que même le prêt, c'est une aide au développement. Mais l'aide au développement, en réalité, de façon intéressée, c'est une autre approche, en réalité, qui est utilisée dans un autre contexte. Les APD, les aides publiques au développement, ce sont des cagnottes, en réalité, que les pays qui mettent cette aide-là au profit des États ou même des espaces économiques et font à travers, en réalité, plusieurs vecteurs. Ils peuvent le faire à travers un bilatéral. Notamment, la France peut, par exemple, accorder l'aide publique au développement du Bénin à travers l'AFD, par exemple. C'est un vecteur. L'Union européenne peut le faire à travers la Commission de l'Union européenne, par exemple. Un pays peut le faire, par exemple, à travers sa coopération bilatérale. Les États-Unis d'Amérique peuvent le faire à travers l'USAID, par exemple. Comme ils peuvent ne pas le faire, même à travers l'USAID. Ça peut se faire de façon directe. Voilà. Donc, l'aide publique au développement, c'est tout. Et comme ça peut se faire même directement par un appui budgétaire aussi, tout comme par un appui technique. L'appui technique, c'est quand on vous apporte 10 milliards, mais c'est à travers un projet structuré correctement qu'on va financer avec des modalités de décaissement, mais on vous apporte une aide en réalité. Et un don aussi est géré de la même manière. Jusque le prêt, vous le remboursez, alors que le don, vous ne le remboursez pas. Donc, le don aussi est administré comme ça. On ne vous met pas une cagnotte à votre disposition, on vous laisse faire. Non, vous mettez en place tous les préalables pour la gestion efficiente du don. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr que vous n'allez pas prendre le don et les reçus du don et le mettre dans votre cadre global à cause du principe d'unicité de compte et de dépenser à des fins non autorisées. Cela va être un détournement de fonds. Donc, voilà ce que je peux vous dire à travers ça.
La PPM de la banque se fait en anglais, car votre présentation, j'entendais des mots anglais. Bien sûr, vous savez, quand on parle de Banque mondiale, vous savez, le premier ennemi, le premier frein aujourd'hui à l'internationalisation de tout votre processus professionnel, c'est l'anglais. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler la Banque mondiale si vous ne maîtrisez pas l'anglais. Vous allez même voir qu'aujourd'hui, je vous ai dit IDA, mais je n'ai pas pu définir IDA en français. Je vous ai dit Association internationale de développement, mais le sigle n'existe pas en français. PPSD, vous allez voir qu'en français, on ne dit pas, il n'y a pas, le sigle PPSD n'existe pas en français. On dit la PPSD, même en français, on dit la PPSD. Donc, avec la Banque mondiale, d'ailleurs, vous allez avoir, si vous remarquez, la plupart des documents de la Banque mondiale sont en anglais. Et quand un document doit être publié par la Banque mondiale, c'est d'abord publié en anglais, et c'est quelques mois après, vous avez la version française, espagnole, chinoise et tout ce qui va avec. Donc, c'est d'abord la première langue, c'est la langue du monde, c'est aussi la première langue de travail de la Banque mondiale. Quel lien fait entre PPSD et matrice des risques du projet offre économiquement avantageuse? Oh là là, ça fait trois notions différentes. La PPSD, je pense que je suis longtemps revenu là-dessus. La matrice des risques du projet. Ça, vous allez voir beaucoup plus la matrice de risque du projet au niveau de la BAD. Elle existe en réalité au niveau de la PPSD si vous regardez. La matrice de risque, c'est la cartographie des risques que je vous ai présenté. Les niveaux de risque, les détenteurs des risques, les mesures d'atténuation, les conséquences des risques. C'est ça qu'on appelle la matrice des risques en réalité. Elle n'est pas schématique au niveau de la Banque mondiale, si vous voyez, mais au niveau d'autres bailleurs de fonds, ils le font en tableau. C'est ça qu'ils appellent cela cartographie des risques, matrice des risques. Et la matrice des risques, c'est fait en fonction de deux paramètres. Quand vous voyez, c'est fait en cartographie. Vous allez voir, je parle là géométrie. Vous allez voir en abscisse, vous allez voir qu'on va mettre le niveau de risque faible, moyen, élevé. Et en ordonnée, vous allez voir les valeurs estimées du contrat. Ce qui va vous amener à 4 cadrans. Donc, c'est une cartographie en réalité. Ça se fait avec la procédure BAD. La procédure BAD aussi va être étudiée lors de la formation. Et vous allez voir ça dans le guide de planification des marchés. C'est ça qu'on appelle la matrice des risques du projet. L'offre économiquement avantageuse, c'est carrément une autre notion. C'est une notion qui vient compléter l'offre la moins disante. C'est-à-dire, en marché public, de façon traditionnelle, à compétences techniques égales, on choisit celui qui est le moins cher. Mais aujourd'hui, avec les procédures de la Banque mondiale, il y a de nouvelles procédures qui ne vous permettent plus de faire ça. Parce qu'on a estimé qu'aujourd'hui, vous allez voir même, vous allez buter contre des réalités lors de l'exécution. Vous vous retrouvez, par exemple, à choisir de façon obligée, compte tenu des textes, un soumissionnaire qui est parfois, ça nous est arrivé, je le dis, moi, lorsque je travaille avec un des bailleurs de fonds, et je l'ai dit lors d'une formation, on a choisi sur un produit de route, je pense que c'est au Burkina. Si les Burkinabés sont là, ils doivent connaître la route Didi Thomas Tougan. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé un peu, l'attribution de la route, l'attribution du marché des travaux. On a attribué, parce qu'il y a eu un litige entre deux entreprises, mais à cause juste d'un critère dans le dossier d'appel d'offres, qui est un critère qui n'est même pas déterminant. C'est-à-dire, on a juste dit qu'il fallait avoir une expérience, il fallait présenter une expérience en termes de construction de route. Il y a un linéaire qui est défini, mais en milieu urbain. Alors que l'entreprise, c'était une entreprise tunisienne, elle était conforme à la référence, le linéaire et tout, mais jusque la route la référence qu'elle a fournie n'était pas en milieu urbain, c'était un milieu périurbain. Et systématiquement, il y a eu un litige entre la CAM, la Commission d'attribution des marchés, et la SCCT au Burkina, qu'on appelle la sous-commission technique, qui ont produit deux rapports différents, qui sont contredits. Et finalement, le premier ministre du Burkina, c'était une dame, je pense, elle a soumis ça au bailleur de fonds pour demander au bailleur de fonds de trancher. Et lorsqu'on tranchait, on a dû trancher en faveur de l'entreprise. C'était une entreprise, si ma mémoire est bonne, c'était... non, c'était le Tunisien plutôt qui avait été avantagé, c'était le Chinois qui avait été exclu. C'est le Chinois qui a présenté une référence périurbaine. Mais en réalité, quand vous voyez ces critères-là, ça nous a amené à attribuer un marché de 2 milliards de différence. On a attribué au Tunisien qui était 2 milliards de plus cher que le Chinois, qui pourtant le Chinois a respecté tous les critères, mais c'est juste au niveau de ces critères-là, juste parce que c'était un milieu périurbain. Mais si on disait qu'on allait l'attribuer aux Chinois, on allait finir avec des litiges, parce qu'automatiquement, le Tunisien allait rester en justice. Donc, vous voyez ce que cela peut amener. Donc, la Banque mondiale est dans une démarche d'efficience et on se dit aujourd'hui, attention, il faut mettre des critères qui permettent de ne pas éliminer de façon tranchée une entreprise. Donc, là, économiquement avantageux tient compte maintenant du coût et non du prix. Parce que le prix, c'est ce qui nous a amené à utiliser l'offre la moins disante, qui est toujours utilisée un appel d'offres classique. C'est toujours utilisé. Mais l'offre économiquement la plus avantageuse tient compte du coût. Parce que le coût tient compte non seulement du prix, mais d'autres variables. Parce qu'il faut faire une différence entre prix et coût. Vous pouvez acheter quelque chose à 1 000 francs en termes de prix, mais le coût sera de 2 000 francs.
Parce il faut mettre en place tout ce qui est fonds d'amorçage que vous avez utilisé, c'est-à-dire l'argent de transport que vous avez utilisé pour aller l'acheter, les frais de réparation. Si c'est un portable que vous avez acheté à 1000 francs, par exemple, le prix de l'incassable, le prix du protège et tout ça, ça c'est le coût du portable. C'est différent du prix du portable. Donc, on parle, c'est la même notion en marché public aujourd'hui. Vous allez même avoir ce qu'on appelle des critères environnementaux qui sont utilisés aujourd'hui pour être évalués. Lorsqu'on veut, par exemple, acheter des acquisitions, parce qu'on parle aujourd'hui d'acquisitions écologiquement responsables dans une dynamique de développement durable, c'est-à-dire pour protéger les générations futures. On veut, par exemple, vous avez vu, dans le plan de passation des marchés, on veut acheter, par exemple, des voitures pour l'UGP. Aujourd'hui, on va même utiliser ce qu'on appelle l'empreinte écologique des voitures comme critère. Quelle voiture pollue plus que telle voiture? On va voir, c'est-à-dire l'émission de CO2, tonnes par CO2. Tout ça seront désormais des critères qui seront mis en place, qui seront mis dans le dossier d'appel à concurrence pour être évalués. Donc, lorsqu'on va prendre non seulement le prix, les variables écologiques, les variables sociales parfois, les autres variables techniques, la notion même de cycle de vie du produit, de l'équipement. On va prendre le cycle de vie de l'équipement. Et toutes ces notions-là, lorsqu'on va les intégrer dans un dossier d'appel à concurrence, cela va vous aboutir à choisir ce qu'on appelle l'offre économiquement la plus avantageuse. L'essai diffère-t-il d'un pays à un autre selon l'analyse PPSD ou bien standard? Non, l'essai diffère. L'essai diffère d'un pays à un autre et l'essai diffère aussi des niveaux de risque. Et aussi, non seulement dans un pays, vous pouvez avoir des seuils différents sur deux projets en fonction de l'aggravation du facteur risque qu'il y a eu sur un projet. Si on se rend compte que sur un projet, par exemple, il y a eu des manœuvres collusoires et la Banque mondiale vous a demandé de reprendre le processus, ils ne vont pas seulement vous demander de reprendre le processus, vous allez reprendre d'accord, ils vont marquer l'avis de innovation après quand ce serait bien. Mais attention, cela va avoir une incidence sur tous les autres projets dans le même pays qui n'ont pas atteint un niveau de maturité. Vous allez voir qu'ils vont revenir les plans de passation et aggraver les facteurs de risque. Ce qui était revu a priori va devenir revu a posteriori. Par exemple, vous voyez un peu? Donc, les niveaux de risque, les seuils ne sont pas les mêmes en réalité. Et les seuils sont régulièrement révisés. Les seuils ne sont pas les mêmes. C'est la PPSD qui va définir les niveaux de seuil. On va dire, par exemple, pour les travaux, à ce niveau-là, il faut définir 5 milliards en CFA ou 10 millions de dollars, 10 millions de dollars USD et tout ça. Donc, les seuils vont différer en fonction non seulement des prestations, que ce soit des marchés de travaux, des marchés de fourniture, des marchés de services de consultants et des marchés de consultants. Il y aura des seuils spécifiques pour chaque type de marché. La révision au STEP est-elle soumise à une autorisation préalable de la banque? Bien sûr. Mais le STEP ici, attention, réviser le STEP. Qu'est-ce que vous appelez révision au STEP? Vous voulez parler de révision de la PPSD ou actualisation de la PPSD. On actualise la PPSD, on ne la révise pas. C'est le mot actualisation qui est beaucoup plus donné. Parce que vous pouvez finir une PPSD dans un pays stable, par exemple, et que le pays entre en conflit. Je vous ai dit que, par exemple, le Niger, par exemple, l'acte qu'ils ont posé hier, la transition démocratique, là, va avoir une incidence sur toutes les PPSD qui vont être rédigées à partir de demain sur le Niger. C'est comme ça. Donc, tout le contexte, parce que c'est tout le contexte qui est pris en compte. Voilà. Donc, STEP, c'est une plateforme qui est administrée par la Banque mondiale. C'est ce qu'on appelle la plateforme de suivi systématique des transactions des marchés publics. Quelles compétences à mobiliser pour l'élaboration de la PPSD? Comme vous avez dû vous rendre compte, il faut beaucoup de compétences. Parce que la PPSD, vous voyez, il faut être pluridisciplinaire, même pour les marchés publics. Vous ne pouvez pas être, je le dis toujours, vous ne pouvez pas être un spécialiste en marché public et ne pas être pluridisciplinaire. Je pense que pour ceux qui déjà parmi vous ont participé à nos formations, ils s'en sont rendus compte lorsqu'on est rentré dans les études de cas. Vous avez dû vous rendre compte que vraiment il faut être pluridisciplinaire pour être en marché public. Autrement, il y a des variables qui vont vous échapper et qui vont vous conduire dans les litiges. Parce que comme on le dit de façon usuelle, le diable est dans les détails. Donc, quelles compétences à mobiliser aujourd'hui? Il faut des compétences vraiment très pointues parce que les gens aujourd'hui ne se spécialisent pas uniquement même en procédure marché public. Vous avez aujourd'hui des spécialistes PPSD qui sont des consultants que même les pays recrutent. Les étapes, donc, quand vous êtes aujourd'hui un spécialiste PPSD, un pays peut vous recruter pour l'appuyer dans la rédaction de la PPSD avec l'aide de la Banque mondiale. L'UGP dans STEP, j'espère. L'UGP dans STEP, je ne sais pas ce que vous voulez dire, l'UGP dans STEP. L'UGP, en réalité, a ses fonctions. Le gestionnaire STEP, c'est la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui gère STEP. Mais avec l'aide de l'UGP, c'est les informations du projet qu'on va mettre dans STEP, en réalité. Donc, est-ce qu'un citoyen peut demander des informations STEP de son pays? Bon, il faudrait vous rapprocher de la Banque mondiale. Si vous n'êtes pas autorisé, si vous n'êtes pas membre de l'UGP, vous n'êtes pas accrédité, vous ne pouvez pas avoir des informations sur un projet de ce genre. Mais aujourd'hui, avec la Banque mondiale, ils libéralisent beaucoup de choses. Je pense que
Vous pouvez vous rapprocher de la représentation résidente de la Banque mondiale de votre pays, demander le gestionnaire STEP. S'il a un bout de temps, il pourrait même vous parler de comment est-ce qu'il administre les projets sans peut-être trahir le secret des dieux. Il va peut-être vous expliquer. C'est des gens très ouverts, il n'y a pas de problème au niveau de la Banque mondiale. Vous prenez un rendez-vous dans le cas peut-être de votre recherche, d'une recherche que vous faites académique ou même professionnelle. Ils sont très ouverts, ils pourront vous parler, il n'y a pas de problème. STEP est comme les systèmes informatisés nationaux de gestion des marchés publics. Non, pas du tout. Il ne faut pas confondre STEP et SIGMAP. Le SIGMAP, c'est le système de gestion intégré des marchés publics dans le pays. C'est-à-dire, c'est le système pays, alors que le STEP, c'est le système Banque mondiale administré avec le pays. Mais administré principalement par la Banque mondiale. Il ne faut pas confondre STEP et SIGMAP des pays. Non, rien à voir. Merci, M. Ouattara. Comment ça se fait que la Banque mondiale finance plusieurs fois un même projet? Au fond, ce n'est pas le même projet. Ce n'est pas le même projet, c'est peut-être des phases du projet. Vous avez une phase. Généralement, c'est quand la première phase a marché, on fait une phase 2. Donc, on a l'impression que c'est le même projet parce que c'est le même intitulé, c'est le même titre. Donc, vous avez phase 1, phase 2. Ce n'est pas le même projet qu'il finance plusieurs fois. C'est plusieurs phases, mais du même projet en réalité. C'est ça. Monsieur Konaté, l'institution du groupe de la Banque mondiale auprès de laquelle les entreprises peuvent appliquer pour des financements ou offres de marché, faites-vous aussi des formations dans ce domaine? Il faut avouer qu'on a du mal à comprendre la question. Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez être plus explicite? On a du mal à bien comprendre votre question. Est-ce que vous voulez parler de la SFI? Est-ce qu'on fait des formations dans le secteur privé, avec le secteur privé, le financement du secteur privé? C'est ce que vous voulez dire, monsieur? Oui, effectivement. Bon, pour le secteur privé, je pense même que dans les prochains mois, si vous vous abonnez à la page LinkedIn de Basse Consulting, dont monsieur Torsou vous a envoyé le lien ici, vous allez voir qu'on va publier. Il y aura un webinaire qu'on va organiser aussi, qui va être animé par des spécialistes du secteur privé. Et on est en train même de vouloir faire appel à un spécialiste de la SFI carrément, qui va animer le webinaire pour vous. Donc, je pense qu'avec lui, vous serez beaucoup plus éclairé. Donc, ça, c'est carrément le secteur privé. Ici, nous sommes en marché public, c'est le secteur public. Mais le secteur privé, il y aura un autre webinaire qui va être animé par des spécialistes du secteur privé. On est en train de solliciter notamment un spécialiste de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale qui va animer le webinaire pour vous. Donc, restez connectés. Dès que le webinaire sera programmé, vous serez là. Vous pourrez vous inscrire de façon gratuite et vous allez suivre et poser des questions à ce spécialiste de la SFI. Les documents du webinaire, nous les avons déjà envoyés. Vous avez déjà reçu ces documents. Comme M. Tossou vous l'a dit, ce sont les documents que nous avons envoyés. On vous a d'ailleurs envoyé le règlement Banque mondiale 2016, révisé en 2017-2018, qui est un document que vous pouvez avoir sur Internet. Ce n'est pas un document caché, c'est un document libre. C'est vrai que cela fait appel à beaucoup de dossiers types. Vous avez même aujourd'hui avec la Banque mondiale des dossiers types spécial Covid. Il y a des dossiers types aujourd'hui qu'on a fait pour spécial Covid, pour l'adapter à la situation. Il y a des dossiers types même pour ces secteurs. Des dossiers types par rapport aux questions d'une enveloppe, deux enveloppes. Vous avez beaucoup de dossiers types là-bas. C'est vrai que nous avons ça ici, on ne peut pas vous l'envoyer parce que ce sont des documents qu'on envoie lors des formations et sur lesquels on travaille lors des formations. Ceux qui ont déjà participé à nos formations en ligne, parce que j'ai retrouvé déjà certains noms ici, ils ont déjà ces documents-là. Ils peuvent témoigner que ces documents-là, ce sont des documents que nous donnons lors de nos formations. Merci beaucoup de votre attention. Ce n'est pas facile. Pour certains, ça a été peut-être trop de notions au même moment absorbées. Je pense qu'il vous faut un tout petit peu de temps pour digérer tout ça. Et avec la documentation que vous avez, cette documentation-là est très, très, très exposée. Carrément, une journée en formation. Et ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. C'est votre premier webinaire avec Basse Consulting. Il y aura beaucoup d'autres webinaires. Ne manquez pas de vous abonner à la page Facebook et LinkedIn, mais beaucoup plus LinkedIn, parce que LinkedIn, le réseau professionnel par excellence. À Basse Consulting, vous tapez juste Basse Consulting sur LinkedIn, vous vous abonnez. Cela vous permet de recevoir toutes les notifications de tout ce que nous publions. Et nous publions bien sûr aussi des articles pour l'instruction de nos abonnés dans tous les domaines, parce que vous êtes d'horizon professionnelle vraiment différent. Donc, vous serez très, très bien servi sur notre page LinkedIn, aussi sur Facebook, beaucoup plus sur LinkedIn que sur Facebook, comme je l'ai dit. Donc, ne manquez pas de vous abonner, de recevoir les notifications relatives à tous les autres webinaires, comme je l'ai dit, et aussi à d'autres activités, à d'autres formations, que ce soit sur les marchés publics, les PPP, la gestion financière et toutes les autres formations que vous avez. Vous pouvez bien sûr visiter le site web aussi, que vous connaissez déjà forcément, et télécharger notre catalogue.
pour voir à peu près les formations que nous avons en présentiel, en ligne, et des formations sur site aussi que nous offrons. Donc là, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous pouvez nous demander une cotation et nous faisons un devis, nous envoyons en fonction de vos contraintes, venir vers vous, votre entreprise, pour former une fois dans les locaux de votre entreprise ou même dans un hôtel si vous le souhaitez. Et cela vous permet de réduire considérablement les coûts. Le nombre préconisé, bien sûr, le nombre minimal préconisé, bien sûr, est de 7 participants pour faire une bonne formation sur site. Donc, merci beaucoup. Ne manquez pas de suivre toute nos programmations, de visiter notre site web, de voir aussi les comptes sociaux, vous abonner afin de ne manquer aucune actualité relative, bien sûr, à tout ce qui est information susceptible de vous faire avancer dans votre carrière, de vous faire avancer professionnellement. Merci beaucoup et je dirais excellente journée à toutes et à tous. Merci beaucoup aussi à M. Femi qui nous a beaucoup accompagnés et bien de choses à vos familles respectives. Que Dieu vous garde et à très bientôt.